Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Un nouvel invité nous a rejoint, Amidine Kane, économiste. Soyez le bienvenu, monsieur. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Goma, professeur des sciences, et notre éditorialiste Djemal Mohamed Taleb. Place au dossier du jour. La préservation du fleuve Niger, un réel défi. Il alimente pas moins de 110 millions de personnes. L'une des solutions envisagées pour le préserver, sensibiliser les pays qui ne sont pas traversés par ce point d'eau. Un reportage de Daniel Aboki, notre correspondant au Bénin. Avec plus de 4000 km de longueur, le fleuve Niger, le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, est le troisième sur le continent après le Nil et le Congo. Prenant sa source à 800 mètres d'altitude au pied du mont Loma, situé entre la Guinée et la Sierra Leone, il se jette dans le golfe de Guinée au Nigeria. Traversant le Mali, le Niger, le Bénin ou encore le Nigeria, cette ressource en eau de surface est indispensable pour satisfaire les besoins dans l'agriculture au Niger et d'autres pays du Sahel. Rien que dans la région de l'ouest du pays, plus d'1,5 million de personnes dépendent directement de ce fleuve. Mais quelle est l'importance du fleuve Niger dans l'agriculture au Sahel? Quelles sont les politiques de mise en valeur de cette ressource? Dans la plupart des pays du continent africain, l'agriculture reste la principale source de subsistance et de revenus des populations. Mais l'eau et l'agriculture restent deux éléments indispensables pour un meilleur rendement. Au Niger, dans la région du Sahel, des milliers de paysans s'activent chaque année autour du fleuve Niger et de ses affluents pour irriguer leurs terres. À partir d'une hauteur de fleuve en normal de 316 mètres, c'est la hauteur à ce niveau. Alors la hauteur limnimétrique à partir de laquelle le canal peut bien fonctionner. Alors, et ce canal fait office de canal principal pour le périmètre. À partir de ce canal principal, naissent des canaux secondaires, environ 25 canaux secondaires. Alors, à partir de ces canaux secondaires, naissent également des canaux tertiaires, environ 145 km de canaux secondaires. Alors, ainsi, se fait l'irrigation. Et juste après l'irrigation, donc on fait le drainage. Pourtant, ce potentiel capable d'irriguer plus du tiers de la superficie totale de l'Afrique de l'Ouest était sous-exploité. Pendant longtemps, le Niger a connu d'importants déficits de production vivrière, une situation qui a même créé en 2011 une crise alimentaire profonde liée à une grande sécheresse. La crise alimentaire est liée au risque agricole. Et le principal facteur de risque agricole au Niger ou dans le Sahel en général, c'est la sécheresse. Donc le manque d'eau. Nous avons le fleuve Niger, nous avons ses affluents, nous avons des centaines de mares, nous avons des rivières permanentes, mais nous avons aussi et surtout beaucoup d'eau souterraine. Donc, premier engagement, il faut mettre l'eau à la disposition, d'une part, des agriculteurs pour développer l'irrigation. D'une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés, le Niger est l'un des pays les plus vastes d'Afrique. Même si la pluviométrie est relativement faible et le réseau hydraulique peu dense, le pays dispose d'un potentiel d'irrigation. Le fleuve Niger, considéré comme le premier facteur déterminant dans la concrétisation de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, initiée par le président Issoufou. Les pluies sont très mal réparties. Et de ce fait, les gens, quand ils finissent les travaux champêtres, même si c'est mauvais, la saison est mauvaise, et pendant les restants de l'année, ils ne font que croiser les bras. Donc à travers l'initiative 3N, nous aimerons à ce que les Nigériens puissent travailler toute l'année. Au lieu que les gens n'exploitent les champs que les 3 mois, que ce soit sur les 12 ans. Et là, c'est possible grâce aux cultures irriguées. Les travaux de 4 mois ne peuvent pas nourrir vraiment les Nigériens. Donc il faudra, dans l'initiative 3N, il est prévu que les gens pratiquent les cultures irriguées et ça permettra quand même de combler les déficits alimentaires que nous connaissons. Aujourd'hui, l'utilité du fleuve Niger pour un meilleur rendement des produits maraîchers et agricoles va même au-delà des frontières de ce pays. Au Mali, à Bagneda,
Cette ressource en eau de surface permet à plus de 30 000 paysans d'irriguer chaque année 2700 hectares de terres cultivables. Il est nécessaire de préciser que, effectivement, le périmètre irrigué de Banguinda dépend essentiellement du fleuve Niger. Alors, à partir du fleuve Niger, il a été créé de façon artificielle un canal, alors qui peut être considéré comme même un bras artificiel du fleuve. Alors, ce canal véhicule environ 9 mètres cubes par seconde, par ce canal, par campagne, donc en une année. Alors, chaque hectare consomme environ 20 000 mètres cubes. Alors, ce qui fait le canal, dans l'année, véhicule environ 60 millions de mètres cubes. Au total, le Niger dispose de plus de 2000 milliards de mètres cubes comme potentiel en eau souterraine et de surface. Un potentiel énorme qu'il va falloir davantage valoriser pour maximiser la production agricole et même du cheptel. Donc vous avez un potentiel énorme qui est là, qu'il va falloir exploiter. Alors l'initiative 3N se propose de valoriser ces ressources en eau de surface, ces ressources en eau souterraine pour des productions agricoles, notamment des cultures irriguées. À Baguineda, au Mali, la gestion de cette ressource est organisée en commun accord avec les paysans de cette région. Ces producteurs participent à la gestion du périmètre. Un comité est créé qui est composé de 16 membres. 8 membres pour l'office du périmètre irrigué de Baguinda, donc la partie étatique, et 8 autres membres, ça c'est le représentant des producteurs, donc 16 membres. Les décisions sont prises en commun. Alors, chaque campagne, ce groupe qu'on appelle le comité paritaire s'est réuni pour discuter de l'irrigation, pour discuter de comment la campagne doit être menée. L'irrigation élargie et plus efficace a permis des rendements plus élevés, avec à la clé des revenus en hausse pour les agriculteurs. La production de riz au Niger a presque triplé ces dernières années. C'est le cas dans cette coopérative risicole de Kirkiso, à Niamey. Mais les catastrophes d'inondation liées à la crue du fleuve engendrent chaque année d'énormes dégâts sur les cultures vivrières, d'où la nécessité d'une meilleure politique de maîtrise permanente de ce fleuve. Ce qui fait défaut, c'est l'inondation. Mais l'inondation arrive au mois d'août. Parce que c'est le mois d'août que nous arrivons à avoir aussi beaucoup de production du poivron, du piment, etc. Et ces derniers temps, le mois d'août, quand on produit, par exemple l'année passée, quand le poivron a commencé à bien donner et que dans le marché ça s'achetait bien, c'est en ce moment-là que nous avons eu l'inondation. Et ça nous a donné beaucoup de difficultés. Le fleuve Niger constitue un véritable enjeu agricole mais aussi électrique. Depuis 1964, un organisme de coopération internationale regroupant 9 pays qui se partagent son bassin a été créé. Sa mission, harmoniser et coordonner les politiques nationales de mise en valeur des ressources du fleuve Niger. De nouvelles méthodes pour conserver ces ressources par une exploitation durable devront être étudiées pour l'ensemble des régions traversées par ce fleuve. Hamidine Kane, quels sont les points qui ont retenu votre attention dans ce reportage ? Bon, les points qui ont retenu mon attention dans ce reportage, c'est déjà l'agriculture, qui est un élément fondamental pour justement cette zone du Sahel, parce que ce fleuve traverse des pays sahéliens. Et puis, à part ça aussi, il y a le commerce et la pêche. Donc, il faudra dire que le Niger est un fleuve important en Afrique de l'Ouest, le plus important d'ailleurs, parce qu'il traverse beaucoup de pays et puis c'est 4184 km. Mais les ressources hydriques de ce fleuve ne sont pas exploitées à bon escient. Donc il faudra que les pays environnants puissent harmoniser leur politique de développement pour que le fleuve puisse apporter une contribution beaucoup plus importante pour le développement de ces pays. Le rôle de cet organisme qui a été cité est fondamental, mais il faudra que justement que les experts qui sont à l'intérieur de cette structure puissent mener à bien des réflexions plus approfondies pour l'heure.
Et vous, Raphaël Goma, quel regard portez-vous sur le poids du fleuve Niger en Afrique de l'Ouest? Oui, ben c'est un poids considérable, hein, parce que moi j'aime toujours faire la comparaison, parce que quand je vois le fleuve Niger, je fais la comparaison avec mon pays qui est le Congo, ou le fleuve Congo. Disons que, vous l'avez dit d'ailleurs, qu'il y a près de 110 millions de populations qui vivent du fleuve Niger. Mais la question, moi, qui m'interpelle en quelque sorte, c'est ce paysan qui parle disons, d'inondation, parce qu'il y a des programmes d'irrigation qui sont menés dans ces pays-là. Mais les mesures d'accompagnement au niveau de ces agriculteurs ne sont pas tout à fait, disons, adéquates, ces mesures. Donc il faudra peut-être essayer d'apporter des solutions pour essayer de juguler ces problèmes d'inondation qu'ils ont souvent, notamment pour essayer d'améliorer l'agriculture dans ces contrées. Djemal, que pensez-vous justement de l'anticipation des États pour prévenir ces catastrophes dont notre invité vient de parler? Je pense qu'elles sont importantes, mais je pense que l'anticipation se fera d'abord sur la gestion des eaux, sur la gestion donc de l'agriculture et de ce que les populations sont capables de récupérer en termes donc de développement que le fleuve peut apporter. Il y a des paradoxes comme ça en Afrique qui sont extraordinaires. Je passe tout à fait à autre chose, mais je fais une comparaison moi aussi. Le barrage Inga. Le barrage Inga au Congo est capable, le moment venu, d'alimenter en électricité tout le continent africain, de solutionner les problèmes d'électricité de tout le continent africain. Je crois qu'il produit aujourd'hui, on m'a dit, 9000 mégawatts, et il est capable de produire 20 fois plus ou 100 fois plus, je ne sais pas combien. En tout cas, le rapport est très important. C'est exactement la même chose pour le fleuve Niger. C'est aussi valable pour un petit fleuve à côté que nous connaissons nous un peu, qui s'appelle le fleuve Sénégal. Quelqu'un m'expliquait récemment que 19 milliards de mètres cubes sont tous les ans jetés dans l'océan Atlantique. 19 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire, le paradoxe qui est valable là, c'est l'exemple que j'ai cité, mais qui, évidemment, c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est que c'est des territoires arides, c'est une agriculture parfois qui ne fonctionne pas très bien, et le souci principal, au lieu que ce soit le choix de la production, c'est plutôt le problème de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, nous le déversons là, dans l'océan Atlantique pour ce qui concerne le fleuve Sénégal, cela donc ailleurs, et voilà. Et nous sommes incapables là de produire, de développer autre chose que des choix. L'une des difficultés que nous avons dans tous ces pays-là, c'est encore une fois le choix de l'agriculture, le choix de la production. Elle est souvent unique, elle est souvent très peu rentable et pas toujours exportable. Et donc, je pense que la réflexion, il faut la faire sur les inondations, évidemment. Il faut la faire sur les moyens, les voies et les possibilités de rattraper l'eau perdue. Et puis, évidemment, le choix de l'agriculture demain qui se posera. Mais comment en est-on arrivé là? Mais je crois que déjà, il y a eu des projets qui ont été faits déjà depuis de 1895 à 1920. Par la France, lorsque la France a commencé à vouloir s'industrialiser pour essayer de concurrencer l'Angleterre aux produits textiles. Donc ils ont vu que le bassin du Niger était propice pour l'agriculture cotonnière. Donc il y avait Jules Carme et puis il y avait Émile Balémé qui sont projetés là-dessus. C'est en 1920 que la France a commencé à exploiter justement cette partie du Mali, ce bassin du Niger pour la production cotonnière. Mais ils ont vu que ça ne marchait pas. Ça n'a pas marché parce que la production escomptée était d'1 million de tonnes en ce moment. Mais ils n'ont produit qu'à peu près 120 000 tonnes. Donc, et puis après, il y a eu la période justement de 1920 à 1945, où là-bas, il y a eu justement la Deuxième Guerre mondiale, où la production a été un peu chahutée. Et puis, on amenait des populations autochtones, ça veut dire des colons autochtones. On les faisait quitter, par exemple, la région de Ségou et autres pour les transposer là-bas, pour essayer de faire de l'agriculture cotonnière. Mais il y a eu beaucoup de résistance de ces populations parce que la nourriture ne suivait pas et puis c'était un travail forcé. C'est en 1960, avec l'arrivée de Modibo Keïta, qu'il s'est réapproprié justement ce projet pour dire qu'il faudra faire une production beaucoup plus intensive. Mais la production aussi n'a pas suivi. Maintenant, à l'heure actuelle, là, à l'heure où on parle,
au point de vue du Mali, c'est 100 000 hectares qui sont irrigués, 100 000 hectares, qui produisent à peu près 500 000 tonnes de produits de coton et puis de riz. C'est la moitié de la production risicole malienne. Mais ça veut dire que tous ces pays n'ont pas eu, justement, dans l'idée depuis les indépendances africaines en 1960, ils n'ont pas pu essayer d'harmoniser leur politique pour essayer de faire de sorte à ce que cette agriculture profite à toute cette population africaine. Parce que c'est une population qui n'est pas très nombreuse. Bon, c'est 100 millions, mais le Nigeria, à lui tout seul, il fait 150 millions. On aurait pu harmoniser ces politiques agricoles pour essayer de faire de sorte à ce que cette partie de l'Afrique ne meure pas de faim, parce que majoritairement, on a vu toutes ces années, ça veut dire ces 30 dernières années, qu'au Niger, le Niger a toujours été confronté à des problèmes de famine. Donc, je crois qu'il n'y a pas eu d'harmonisation. C'est maintenant, depuis 2011, qu'il commence à justement faire une politique commune pour essayer de faire une évolution durable de ce fleuve, parce que le fleuve est confronté à un dessèchement. Raphaël Goma, vous vouliez apporter votre... Oui, je voulais juste apporter, disons, un complément par rapport à ce qu'il venait de dire. Effectivement, ce projet est porté par l'Office du Niger. C'est un projet qui date, comme il a su le dire, des années avant les indépendances. Donc, il était question d'irriguer 960 à peu près 1000 hectares pour permettre de développer l'agriculture dans ces régions-là. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ils en sont un peu à plus parce qu'il y a une politique régionale qui a été développée et donc il y a, je crois, des financements qui viennent aussi bien de l'Union économique et monétaire de Ouest africain, donc pour permettre bien sûr d'augmenter les capacités d'irrigation dans la région. Bon, malheureusement, il a su le dire parce que la France, quand il s'investit là-dedans, c'était pour du coton. Mais se rendant compte des difficultés, ils ont essayé de diversifier. Ils ont apporté la culture du riz et une partie des terres donc été, disons, exploité pour pouvoir produire l'alimentation pour les autochtones. Parce qu'il a su le dire d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs invariants sociaux qui ont fait que cette politique échoue. Parce que il y a non seulement, bien sûr, les problèmes de la technologie, parce que ces populations que l'on a menées dans ces régions-là, pour la plupart, utilisent, disons, l'animal. L'agriculture n'était pas mécanisée. Et ces populations venaient d'ailleurs pour s'implanter dans ces régions-là. Donc on subit, j'ai envie de dire, des traumatismes pour certains, et sans compter que le forcing, c'est un travail forcé. Donc voilà toutes ces raisons qui ont fait que cette politique échoue. Mais aujourd'hui, bien sûr, les moyens sont mis en œuvre pour essayer d'apporter une politique globale dans la sous-région, bien sûr, tout au moins à travers l'Office du Niger. Je connais beaucoup plus cette situation du Mali, d'autant plus que bon, je suis des thésards qui sont là-bas. C'est pour ça que j'en parlerai mieux. Donc, effectivement, des moyens sont mis en œuvre. Et il y a aussi, d'ailleurs, les Américains qui apportent à travers ce qu'ils appellent voilà, la MCA, c'est ça? Ouais. Voilà, qui apportent des financements pour essayer d'irriguer encore plus, pour permettre de produire plus en matière de riz. Et je crois que c'est à encourager, mais seulement là où le bas blesse, c'est au niveau, bien sûr, de la formation. Je saurais qu'on n'en parle pas, ce n'est pas la thématique, mais l'agriculture va de pair avec la formation. On ne peut pas s'improviser, disons, maraîcher, ou on ne peut pas s'improviser agriculteur si on n'a pas une base ou des fondements nécessaires pour pouvoir mener cette agriculture-là. Je crois qu'il faudra mettre l'accent là-dessus. Les moyens ne suffisent pas, mais il faudra qu'il y ait la formation et puis tenir compte aussi, bien sûr, des conditions climatiques. C'est pour ça que je parlais des invariants qui peuvent intervenir pour permettre, disons, un bon développement agricole dans la sous-région. Y a-t-il des alternatives justement pour pallier le manque d'eau dû à la sécheresse? Les alternatives pour pallier le manque d'eau, pour l'instant, je pense que tout ce qu'ils ont pensé, c'est l'irrigation. Donc, je ne vois pas d'autres palliatifs au jour d'aujourd'hui. C'est tout simplement essayer d'augmenter, bien sûr, la capacité d'irrigation. Et aujourd'hui, on parle d'aller vers 200 000 hectares d'irrigation dans la sous-région. J'espère qu'on va les atteindre, parce qu'on en était à peine à 100 et quelques il y a quelques années. Je n'en sais pas plus au jour d'aujourd'hui où ce qu'ils en sont. Alors, mais il y a des politiques dans ce sens. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Djemal, que pensez-vous de cette initiative 3N? Alors, je la trouve heureuse. Et je la trouve heureuse d'autant qu'il manque le vrai problème. Les Européens, quand ils se sont réunifiés ou ont essayé de se réunifier au début du siècle dernier, ils l'ont fait sur ce qu'ils ont de précieux.
Là, j'ai vu qu'il y a une initiative donc, de 9 pays qui vise donc à mettre en valeur le fleuve Niger. C'est insuffisant, le compte n'y est pas. Et donc là, on a parlé, le président Zuma a parlé d'intégration africaine, de grands marchés africains. Il y a là une vraie raison de faire une vraie intégration africaine, au moins sur 9 à 10 États. Et donc il y a là la possibilité de le faire. Il faut le faire sur donc, ce que ces pays-là ont de précieux. L'eau, finalement. La richesse là n'est pas le pétrole, c'est l'eau. Et donc c'est ce qui manque, c'est ce dont ils ont besoin. Le think tank IPMED, en préparant cette émission, j'ai découvert qu'ils ont fait une étude pour le compte de l'Union européenne, le comité Sahel de l'Union européenne, sur donc, les 2 problèmes qui se posent dans cette région-là. Pour régler évidemment, tout ça est fait dans le cadre sécuritaire, de lutte contre le terrorisme. Mais dans leur étude, ils poussent sur 2 points. Ils disent, 1, nous devons trouver les voies et moyens de faire une adéquation entre la gestion des eaux, la gestion de l'agriculture et les voies de communication, et notamment le rail. Et donc, ils ont dépoussiéré la vieille ligne de rail qui reliait l'Afrique du Nord à cette région-là. Et donc, ils se sont dit, si un jour, il y a un vrai développement, je crois que l'investissement fixé est de quelques milliards, et donc il va falloir les trouver. Apparemment, l'Union européenne est prête à mettre la main à la poche, mais pas seulement. Il faut que les États eux-mêmes se réunifient pour qu'ils trouvent les voies et les moyens ensemble de retrouver cela. Mais l'idée, c'est de dire, si nous avons donc des projets concrets, cohérents, forts, un peu comme les Méditerranéens font au niveau de la dépollution de la Méditerranée, de développement donc des projets touristiques auprès de la Méditerranée. Là, il y a là la Méditerranée donc, de ces pays-là, qui est donc le fleuve Niger pour ce qui concerne ces pays-là, mais le fleuve Sénégal pour d'autres pays. Et donc, il y a là les moyens de trouver une vraie voie d'aménagement, et il faudrait développer le reste, un vrai donc, projet comme la fondation, du moins le think tank qui permet de le faire pour le rail. Et je précise juste qu'il y a un projet dans ce sens-là qui concerne malheureusement les miniers, qui s'appelle Africa Rail, et qui peut être une voie, qui est donc visée comme une voie de développement et de communication pour les projets miniers. Il faut sans doute prévoir la même chose pour donc développer l'agriculture dans cette zone. Merci messieurs. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Le chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi évoque son désir de prendre part à la présidentielle égyptienne. Il réserve toutefois l'annonce officielle de sa candidature éventuelle au peuple égyptien. L'élection devrait se tenir sous 3 mois et avant les législatives. Et puis déploiement de troupes européennes en Centrafrique. Les Nations Unies ont répondu à la demande de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Et pour cause, depuis mars 2013, près d'1 million de personnes ont fui le pays. Raphaël Goma, professeur des sciences, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Sandra. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique.